Bonjour à toutes et tous. On va pas tarder à commencer. On va commencer à l'heure. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ok. Alors commençons. Bienvenue dans cette conférence intitulée Des quartiers populaires à la ruralité, espaces et classes populaires. J'ai la chance d'être aujourd'hui avec Max Rousseau, qui est professeur en études urbaines et géographie, professeur à l'ENTPE Lyon, qui a notamment écrit différents ouvrages, mais un en date de 2021 sur le déclin urbain, qui travaille à l'organisation... pardon, mais j'ai l'impression qu'on m'entend mal. Vous m'entendez vraiment bien ? Ok. J'ai l'impression de crier et pas m'entendre, c'est pour ça. Qui travaille à l'organisation et à la mutation de l'espace urbain, sur comment la densification urbaine est loin d'être un questionnement purement technique, mais aussi politique, et qu'il s'agit de politiser. J'ai à ma gauche Laurent Alexandre, député insoumis de l'Aveyron, ancien maire d'Aubin, commune aussi de l'Aveyron, réélu en 2024 face à un candidat du Rassemblement national, et qui va nous parler dans cette conférence de son territoire, l'Aveyron, et comment vivre en ruralité. Je me présente, je suis Anaïs Belloissa-Chérifi. Je viens d'être élue en 2024 sur la première circonscription du Rhône. C'est mon premier mandat, la première fois que je me présente, et c'est la première fois que je présente et que j'anime une conférence, donc soyez indulgents avec moi. Alors, moi j'interviens avec plusieurs casquettes. La première, c'est élue d'un territoire urbain avec des quartiers politiques de la ville, originaire de Lorraine et plus précisément de Meuse, donc avec une vision sur la ruralité, et aussi avec la casquette animatrice du pôle des QG Insoumis et de l'animation des QG Insoumis. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette campagne, mais on y reviendra peut-être en conclusion pour expliquer comment la France Insoumise, elle essaye aussi de s'implanter dans la ruralité. Donc comment on va faire un peu cette conférence ? On va la faire en 3 temps. Donc je vais faire une brève introduction d'à peu près 10 minutes pour poser un peu les enjeux de cette conférence et définir l'objet de cette conférence. Je passerai la parole ensuite à Max Rousseau, qui vous fera aussi un état des lieux de ses objets d'études, et ensuite à Laurent Alexandre, qui viendra bien sûr vous parler de son territoire. Alors en introduction, vous le savez, depuis à peu près 10 ans, on voit émerger un concept, la France périphérique. Ce concept, il a été emprunté au géographe Christophe Guilly, qui propose dans son ouvrage La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires, qui est paru en 2014, une grille de lecture qui divise la France en deux. D'une partie, une France qui serait gagnante de la métropolisation, la mondialisation, vous l'avez compris, les métropoles, et d'autre part, une France qui est perdante, celle de la ruralité et des petites communes. Donc Christophe Guilly, lui, il dresse le constat de ce qu'on appelle l'exode des classes populaires français de souche vers la ruralité et le périurbain profond. Et donc, avec ça, il sépare de plus en plus les quartiers politiques de la ville et la métropolisation, avec les lieux de résidence des classes dirigeantes et bobos, qu'on appelle aussi les métropoles, avec les ruralités. Et donc, le gouffre, il le crée avec ces deux France qui alimenteraient, d'un côté, la politique sociale qui est menée que pour une partie d'une population, et pas de l'autre. Et ces dernières années, on a constaté qu'en réalité, ce concept de France périphérique, il est remis en cause et il est surtout repris comme une grille d'analyse de l'extrême droite et du Rassemblement national. C'est une sémantique qui est largement utilisée par Marine Le Pen et elle a commencé à le faire, c'était pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et du coup, je trouvais ça très intéressant de vous prendre cette partie de ce mouvement des Gilets jaunes parce que lorsque nous savons que ce mouvement il a été animé par une volonté de justice sociale et de justice fiscale dans la ruralité avec l'augmentation du prix de l'essence notamment, et qu'on constate qu'en réalité dans les quartiers populaires par exemple, et ça c'est Max Rousseau qui le dit dans son ouvrage qui s'appelle Les pavillons, les immeubles
géopolitique de la densification dans la région métropolitaine de Lyon. Il nous explique qu'en réalité, la densification urbaine, c'est une question sociale et c'est une question de justice fiscale. Et je te cite, « L'étalement urbain est associé à un éloignement des ascendants modestes à la propriété, éloignement qui pèse lourdement sur les budgets des ménages et soulève des questions de justice sociale, notamment d'un point de vue du droit au transport. » Donc vous voyez que sur ces deux exemples, les grilles de lecture sont différentes, mais qu'en réalité, on parle de la même chose. Alors, à l'apparition de cet ouvrage, Marianne lui avait consacré une quelques jours plus tard, et ça titrait « Classe populaire, le livre qui accuse la gauche ». Et dans un éditorial, donc Laurent Geoffrin s'ouvrait par ces mots « Voilà un livre que toute la gauche doit lire d'urgence ». Il en a inspiré les termes en débat de campagne présidentielle de 2012, notamment celle de Sarkozy. Et il a inspiré d'autres personnes de droite, Laurent Wauquiez, qui s'est largement nourri de cette France et de cette thèse France fracturée et loin, et par ailleurs qui est loin de faire l'unanimité de cette communauté scientifique. En réalité, cette question de France périphérique, elle a été largement aussi animée par les médias. France Info, via une tribune publiée par des sociologues et directeurs de recherche du CNRS, notamment Olivier Galland, récuse l'idée d'une France coupée en deux, et souligne la diversité des territoires. Même au sein de la ruralité, il y a une diversité des territoires. Et j'y viens en vous disant une chose, c'est par exemple... Tu as fait un article avec Éric Charme, qui est directeur aussi de recherche à l'École nationale des travaux publics et de l'État, qui qualifie cette opposition de très discutable et plus idéologique que scientifique. Donc, notamment car Guy laisse penser que les immigrés pauvres se concentrent seulement sur les banlieues des grandes métropoles, alors qu'on constate qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Et par cette division de France en deux, Guy range dans la même catégorie des grandes métropoles, par exemple Paris et Douai, qui n'ont clairement rien à voir, et aussi des territoires ruraux, par exemple la Meuse et la Drôme. La Drôme qui bénéficie quand même d'une exposition touristique et de développement de transport qui est quand même plus important qu'en Meuse. Mais pourtant, il les qualifie de la même manière, il les classe dans la même catégorie. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire durant cette conférence, c'est donc l'objectif, c'est de repositionner une grille d'analyse des inégalités spatiales, sans faire la distinction entre métropole et ruralité, parce que c'est trop facile de faire cette logique binaire, et montrer que la France en déclin n'est pas simplement dans la ruralité, elle est présente partout et malheureusement, et faire en sorte qu'on essaye de penser factuellement l'opposition systémique entre métropole et ruralité. Donc, l'objectif, là, et ce qu'on va décliner sur nos différentes interventions, c'est plusieurs mécanismes qui sont en cause et dont on a discuté ensemble. C'est repenser la politique de la ville, la politique de décentralisation aussi comme le point, en fait, de mise à l'écart des citoyens, éloignement du système politique et de la prise de décision, et la mutation des liens sociaux aussi et des liens de sociabilité en ruralité, en l'absence par exemple d'associations, de services publics, de tout ce qui crée des liens d'interdépendance. Et puis ensuite, on va aussi évoquer, et ce qui est peu évoqué, y compris dans notre analyse, c'est l'évolution de l'offre politique en ruralité. Le fait que avant, on avait une droite républicaine qui tenait des baronnies dans la ruralité. Aujourd'hui, on a un effacement de cette droite républicaine qui se fait pour une extrême droitisation et pour le Rassemblement national, et on va le décliner dans les différentes interventions. Donc je passe la parole à Max. Alors merci beaucoup Anaïs, vous m'entendez bien ? Ok. Donc merci Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Donc je voudrais vous parler rapidement là, de cette histoire de montée des inégalités territoriales en France, en essayant effectivement, comme l'a dit Anaïs, de contrer les arguments. Ah,
en essayant de contrer les arguments de la France, en essayant de contrer la grille de la France périphérique. Néanmoins, il n'en est pas moins vrai que les inégalités territoriales ont tendance à augmenter en France, comme dans la plupart des pays développés depuis une trentaine d'années, sous l'effet du néolibéralisme. Donc, ce que je voudrais faire, c'est faire ça sous le prisme des villes en déclin, qui sont vraiment une catégorie de villes que je connais assez bien désormais. Alors, pour commencer, je voudrais essayer de vous proposer un petit topo sur trois périodes qui expliquent cette montée différenciée des inégalités territoriales. La première période, en gros, c'est du milieu du 19e au milieu du 20e siècle. C'est une période où le libéralisme est triomphant, où il y a encore peu d'action de l'État. L'État est en train de se développer et l'État est peu présent dans l'aménagement du territoire. Donc ce libéralisme et cette faible action de l'État expliquent qu'on a un premier type de territoires qui vont entrer en déclin, qui vont être les espaces ruraux enclavés, notamment les espaces montagneux où l'agriculture est faiblement productive. Et ces flux vont être tirés d'une part par la modernisation agricole, on va avoir besoin de moins en moins de main-d'œuvre dans les champs en raison de la technologie, et ils vont être également tirés par l'urbanisation qui s'appuie elle-même sur l'industrialisation et donc un besoin de main-d'œuvre, donc les paysans vont devenir des ouvriers. Donc là, on va avoir une première catégorie de territoires qui vont entrer en déclin. Et certains de ces territoires de montagne ou ces territoires vont rester en déclin structurellement. Ça va être l'émergence de la fameuse diagonale du vide. D'autres vont s'en sortir depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, avec des flux qui ont été improprement qualifiés par la presse d'exode urbain depuis 3-4 ans, mais des flux modestes, mais qui existent effectivement dans certains territoires ruraux attractifs. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'au moment de cette structuration, pourquoi je parle de ça, c'est parce que ce premier type de territoire en déclin, donc les territoires ruraux du centre de la France, sont concomitants de l'émergence, de la structuration de l'extrême droite moderne, qui s'appuie dès l'époque sur l'urbaphobie, c'est-à-dire une haine de la grande ville. Les penseurs, les intellectuels de l'extrême droite moderne, tels que Maurras par exemple, vouent une haine très forte à l'extrême droite, et ça, c'est pas sans écho avec la période actuelle, avec les propos par exemple d'un Éric Zemmour. Et la grande ville est accusée de tous les maux, de concentrer des mœurs dissolues, l'adultère, etc., d'être également un lieu de concentration des étrangers et puis des classes dangereuses, c'est-à-dire des classes ouvrières promptes à la révolution. Donc cette haine de la grande ville de la part de l'extrême droite finira par trouver son débouché avec le régime agrarien de Pétain au milieu du XXe siècle. Alors, deuxième période, de 1945 aux années 70, là on est dans une période de régulation très forte du capitalisme, dans le cadre du compromis entre travail et capital. On est dans une économie industrielle, l'industrie est hégémonique dans les pays comme la France, l'Allemagne, etc. Et on est dans une économie qui opère dans un cadre national. Donc ça c'est vraiment important à comprendre, on est avant donc, la période de globalisation. Et donc cette période, donc en gros, qui correspond aux 30 Glorieuses, elle est connue, le paradigme principal des politiques publiques est le keynésianisme, donc c'est-à-dire l'idée d'une redistribution fiscale pour que tout le monde puisse consommer, y compris les inactifs. Mais ce qu'on connaît moins, c'est que ce keynésianisme, il a également un volet spatial. C'est-à-dire que là, ce que j'entends par là, si vous laissez faire le capitalisme va toujours avoir pour effet de créer des inégalités entre les territoires. C'est comme ça, on va avoir des territoires gagnants, des territoires perdants. Là, l'idée de la part de l'État, mais c'est valable pour la France, c'est valable pour les Pays-Bas, c'est valable pour l'Allemagne, pour à peu près tous les pays développés à l'époque, l'idée c'est de répandre l'industrie comme le beurre sur une tartine de pain. Il faut que tous les territoires participent à la production de masse. C'est pas par philanthropie, c'est pas par admiration pour l'ensemble des territoires, c'est juste par pragmatisme, parce qu'il s'agit de faire ensemble que si jamais vous avez un territoire qui plonge, ses habitants ne seront plus capables d'acheter les machines à laver, les voitures Peugeot et tout ce qui est produit en masse à l'époque dans la France des années 60. Ok là-dessus. Donc voilà. Donc à l'époque, l'État est incomparablement plus puissant qu'aujourd'hui. Il a les moyens de faire ça parce qu'il possède par exemple la DATAR, qui est une agence centralisée qui est complètement capable de repérer les différentes inégalités. Par exemple, je vous donne des exemples. En fait, les territoires ils vont entrer en déclin selon l'exposition des branches industrielles à la mondialisation. Par exemple, si on prend l'exemple du textile en France, c'est l'une des premières branches qui va être exposée à la concurrence avant même la globalisation par la création de l'Union européenne. L'Italie, dès les années 50, était plus compétitive que la France. Donc ça explique que vous allez avoir déjà des poches de chômage, par exemple dans les Vosges ou dans la région de Roubaix-Tourcoing, pour ceux qui connaissent. Et là, l'État était capable de le détecter et de réagir directement, par exemple en délocalisant une unité de production automobile depuis la région parisienne vers ces territoires pour juguler la poche de chômage et faire encore en sorte que tout le territoire consomme. Donc c'était, du point de vue de l'aménagement du territoire, une période où les inégalités ont probablement été les plus faibles dans un État comme la France. Par exemple, c'est le moment où le réseau de la SNCF était le plus développé. Il y avait des lignes secondaires qui desservaient les petits bleds un peu partout. Ça a disparu, bien sûr.
un réseau routier en construction performant, des spécialités industrielles par région que l'État soutenait, la politique des métropoles d'équilibre pour essayer de balancer l'équilibre dans le territoire. Les choses changent à partir des années 70 et de fameux tournant néolibéral. Là, l'idée ne va plus être de redistribuer, comme dans le cadre du keynésianisme spatial, il va être d'appuyer les premiers de cordée, donc non pas les cadres, mais les plus compétitifs. Donc d'un point de vue spatial, les grandes villes qui sont considérées comme les plus compétitives dans la globalisation qui devient triomphante. Comme l'avait dit un haut fonctionnaire avec qui j'avais fait un entretien, il s'agit de pisser là où c'est déjà mouillé, voilà, et non plus de répandre la richesse. Donc on est dans la politique de métropolisation. Je pourrais prendre l'exemple, tout l'exemple des politiques sectorielles. Si je prends le train, parce que j'en parlais, on passe d'un réseau, d'un maillage équilibré du territoire à une politique de TGV qui va là relier simplement des métropoles, et ce qui va être entre les métropoles va avoir tendance effectivement un peu à disparaître du maillage. Une politique de fusion des universités, là où vous aviez des universités un peu partout, là on va plutôt les concentrer au nom de la compétitivité de la France pour le classement de Shanghai. Ça aussi, ça va favoriser les grandes métropoles, Paris, Lyon, Lille, etc. Je pourrais parler des grands événements, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, qui vont effectivement encore davantage renforcer le poids des métropoles dans la France. Donc là, à partir de ce moment-là, de nouveaux types de territoires vont rentrer dans nos catégories des territoires délaissés. J'ai déjà parlé des espaces ruraux de faible densité enclavés, dont parlera Laurent tout à l'heure. Mais de nouveaux types de territoires vont commencer à souffrir sous le néolibéralisme. Le premier, c'est les quartiers populaires des grandes villes, dès la fin des années 70, avec l'étalement urbain, la concurrence du périurbain qui va faire que la classe moyenne va avoir tendance à fuir, à quitter ces quartiers, qui vont avoir tendance effectivement à connaître des formes de paupérisation. Ça, Anaïs pourra en parler. Moi, je vais plutôt me concentrer sur le dernier type de territoire qui rentre en déclin sous le néolibéralisme, c'est celui des villes petites et moyennes, notamment de la diagonale du vide, mais pas que, des anciennes régions industrielles qui vont rentrer en déclin. Pourquoi je vais en parler? Parce que c'est un type de territoire dont on parle beaucoup depuis quelques années, notamment les médias, mais également c'est un déclin qui est politisé très fortement, notamment par l'extrême droite. Et je voudrais donner quelques éléments à présent généraux de compréhension. Qu'est-ce que j'entends par déclin urbain? Alors le déclin urbain, ça conjugue plusieurs éléments, si vous voulez, qui vont fonctionner en cercle vicieux sur un territoire. Donc vous allez avoir le plus connu, c'est la décroissance démographique, c'est-à-dire que vous regardez entre différents recensements et vous voyez que la population baisse. Et ça, c'est valable pour plein de petits patelins, comme pour des villes moyennes de plus en plus dans un pays comme la France. J'en parlerai tout à l'heure. Il n'y a pas seulement ça. Après tout, Paris est une ville qui, Paris intramuros, décline d'un point de vue démographique, mais c'est plus la concurrence des bureaux et de Airbnb qui explique ça. Moi, je parle plutôt des villes comme Saint-Étienne ou comme Montluçon ou des villes moyennes ou Nevers qui perdent des habitants de manière structurelle depuis longtemps. Ça va de pair avec une dévitalisation économique, c'est-à-dire un tissu économique qui se délite sous l'effet de la fermeture des entreprises. Donc, vous allez avoir apparaître dans le paysage urbain un ensemble de choses préoccupantes, comme les fameuses photos qu'on peut voir dans la presse depuis 5-6 ans de centre-ville avec des rues commerçantes à tous les volets sont fermées, une image d'abandon qui est même maintenant célèbre aux États-Unis ou dans des pays étrangers. La France, de l'intérieur, commence à être connue pour l'abandon de ces villes moyennes. Alors, les conséquences rapidement de ce déclin urbain, qui est un phénomène réel, mais ça concerne de plus en plus de villes. Une conséquence réelle, c'est la ségrégation. Quand la ville décline, quand l'espace se met à décliner, la tension devient de plus en plus forte sur le territoire et vous allez avoir des phénomènes d'évitement qui vont se matérialiser. Et par exemple, dans les villes en déclin, des villes qui perdent des habitants, l'étalement urbain sera encore plus fort parce que la classe moyenne qui reste dans la ville-centre va avoir tendance à fuir la ville-centre pour aller dans des lotissements périphériques. Vous allez avoir des conflits sur les ressources, sur les emplois. Donc, par exemple, je vous renvoie au bouquin de Benoît Coquart sur ceux qui restent, qui montre bien comment la concurrence s'aiguise parce que les ressources sur le territoire diminuent. Vous allez également avoir un rapport au temps spécifique qui va commencer à émerger dans les villes en déclin. Alors là, je m'appuie sur des travaux notamment d'ethnologues allemands qui montrent que dans les villes en déclin, vous allez avoir une nostalgie très forte. Par exemple, quand vous êtes dans le cas d'une ville minière dont la mine a fermé, les gens vont avoir tendance à regretter le temps, et c'est normal, du plein emploi, le temps de l'activité culturelle dans la ville, le temps où votre vie était prise en charge par l'entreprise, etc., etc. Donc cette nostalgie très forte, ce fait qu'on ait une ontologie, si je puis dire, qui est tournée vers l'arrière, va être exploité très fortement par des forces de droite populistes telles que Trump aux États-Unis, qui concentre beaucoup sa stratégie électorale sur la région des Grands Lacs, les grandes villes comme Détroit, Cleveland, etc., qui effectivement ont vu une grosse partie de leur base industrielle et de leurs emplois diminuer à partir de la globalisation. Dernier élément,
La régulation sociale évolue dans les villes en déclin. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans les villes industrielles, vous aviez, alors comme l'a dit Laurent déjà tout à l'heure, vous aviez effectivement un encadrement par des baronnies politiques, donc des formes de clientélisme qui sont très critiquables, mais qui n'en permettent pas moins des formes de redistribution. Par exemple, vous pouviez accéder plus facilement à un logement social, à une place sur les marchés quand vous êtes petit commerçant, à une place en crèche, etc., etc. Ces ressources locales qui étaient distribuées par les élus locaux vont avoir tendance à se réduire avec le déclin, tout simplement parce que l'ensemble des ressources diminue. D'accord? Donc vous avez moins de redistribution possible par ce canal. D'autres formes d'encadrement existaient, comme le syndicalisme, qui évidemment va diminuer avec la désindustrialisation, là encore, ou les partis, ou les grandes parties notamment de gauche, qui permettaient d'inscrire la vie des gens dans un horizon partagé, de leur fournir un habitus commun, si je puis m'exprimer ainsi. Donc tout ça va s'amenuiser sous l'effet du déclin et va laisser place à d'autres formes de régulation sociale, comme le clanisme par exemple, avec des modifications même du vocabulaire des gens qui... par exemple, Cocard montre bien comment dans les groupes de copains dans le nord-est en déclin, dans les campagnes industrielles en déclin du nord-est, commencent souvent leur phrase par « nous d'abord ». Nous d'abord, c'est s'il y a une ressource, ça va être pour moi et mes potes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, donc il faut qu'on serre les coudes. Donc ça, c'est des formes effectivement de régulation sociale assez nouvelles, qui peuvent être facilement, là encore, mobilisables par l'extrême droite. On va également avoir un désir d'homme fort, de quelqu'un qui va vous fournir un horizon, parce que l'horizon semble se déliter. Quelques éléments généraux sur les causes de ce déclin. Donc, j'ai parlé de la néolibéralisation des politiques d'aménagement, mais je pourrais parler également de la désindustrialisation, qui est désormais un phénomène mondial. En gros, quasiment, même pas une dizaine de pays s'industrialisent encore au monde. Tout le reste se désindustrialise, pas seulement l'Europe, mais également l'Afrique, l'Amérique latine et une grande partie de l'Asie, sous l'effet de la puissance de la Chine et d'une poignée de pays du Sud-Est. Une autre cause générale, c'est la démographie, et notamment le vieillissement. Donc les pays pionniers ici, ça va être plutôt l'Allemagne, qui a essayé de contrecarrer ça par une politique d'immigration assez forte il y a quelques années, vous en souvenez certainement, ou le Japon. Donc là, on est dans des pays qui sont pionniers, et si jamais on suit la trajectoire du Japon ou l'Allemagne sans faire recours à la migration, on aura dans 30 ans des situations complètement dingues, de vieillissement très très fort dans un pays comme la France, avec les conséquences politiques que ça peut avoir. Une autre cause générale du déclin des villes, c'est l'étalement urbain, c'est-à-dire, je pense que c'est la forme caractéristique du néolibéralisme, une ville privatisée qui est faite par des promoteurs. Le lotissement, c'est une ville privée, et encore une fois, le lotissement va avoir tendance à rentrer en concurrence avec la ville-centre qui va perdre ses forces vives. L'étalement urbain, il est également tiré par la grande distribution, parce que quand vous construisez un supermarché en périphérie, vous tirez des réseaux électriques, des réseaux routiers, etc. Ça, c'est la puissance publique qui s'en charge. Mais du coup, vous rendez constructibles des terrains agricoles qui sont situés à côté de la ville. Je peux vous donner un exemple. En 2008 ou 2009, Sarkozy a fait passer une loi de modernisation de l'économie qu'on appelle qui a été qualifiée de loi Leclerc, parce qu'en fait, l'un des objectifs était de favoriser la possibilité pour les grandes surfaces de s'installer dans les villes moyennes ou petites qui n'avaient peu de supermarchés jusqu'alors. Donc, elles ont commencé à construire des grandes surfaces à proximité des petites villes, pardon. Et ce faisant, elles ont détruit l'armature commerciale de ces villes, donc elles ont fait rentrer le centre-ville en déclin, et ce faisant, le centre-ville commence à rentrer dans une spécialisation d'attraction de populations précaires, issues notamment des grandes métropoles. Donc on trouve ça surtout dans le sud-ouest de la France, par exemple. Alors quelques mots sur la diffusion du déclin en France. Alors avant 2008, en 2 temps, très rapidement, avant 2008, on était dans un processus qui était plutôt circonscrit, qu'on trouvait dans le nord, dans le bassin minier par exemple de la France, dans le sillon lorrain ou dans la région stéphanoise. Et depuis 2008, on trouve une accélération de ce déclin. Alors, à la fois, il va devenir plus fort dans les régions industrielles sous l'effet de la crise économique, mais également ce déclin il va se diffuser à des villes qui étaient relativement épargnées jusqu'alors. Et là, c'est vraiment intéressant, ça va être plutôt la conséquence des politiques d'austérité qui va expliquer cette nouvelle forme de déclin. Par exemple, la fermeture des casernes qui peuvent fournir des régiments et donc la consommation locale. Ou la politique de regroupement des régions. Je peux donner l'exemple d'une ville que je connais bien, Châlons-en-Champagne, qui était à la fois préfecture de région, mais qui l'a perdue avec la fusion des régions, et qui avait une caserne. Tout a été fermé, donc la ville forcément s'effondre en très peu de temps. Or, c'est une ville de service, ça n'a jamais été une ville industrielle. Donc, ce qui est intéressant avec ces politiques d'austérité en France, c'est qu'elles ne disent pas leur nom. On n'est pas en Angleterre, où dès 2010, juste après la crise, on a eu un gouvernement conservateur, celui de Cameron, qui prend le pouvoir, et pour des raisons de tradition politique différentes, va assumer des coupes franches dans les budgets des gouvernements locaux, jusqu'à 50% pour les petites villes en déclin du nord de l'Angleterre. En France, on n'a jamais fait ça, pour des raisons sans doute de tradition politique différentes, et l'austérité, elle prend des canaux plus diffus.
elle est plus difficile à repérer, mais elle n'en porte pas moins ses fruits, et on s'en rend bien compte aujourd'hui avec tous les débats sur la fermeture des services publics qui impactent plus les espaces délaissés, quels qu'ils soient, que évidemment les quartiers riches. Alors en France, ce processus de déclin, pendant longtemps, on n'en a pas parlé parce qu'il n'a pas touché les grandes métropoles. Ce n'était pas comme aux États-Unis où des grandes villes comme Détroit, etc. étaient touchées, ou en Allemagne, comme Leipzig. En France, à part Saint-Étienne, la plupart des villes en déclin, c'est des petites villes. Donc elles sont voiceless, si je puis dire. Elles n'ont pas de capacité d'être représentées. Et donc tout le monde s'en foutait. Alors ça a changé récemment en raison de ce succès du concept de France périphérique dont parlait Anaïs à l'instant, en raison également de la montée de l'extrême droite dans ces régions, en raison également de ce qu'on appelle la mobilisation des acteurs ancrés, c'est-à-dire les acteurs qui n'ont pas la possibilité d'exit, qui ne peuvent pas fuir le territoire, qui sont prisonniers du déclin et qui vont mettre la question sur l'agenda, comme par exemple les bailleurs sociaux en France, qui voient leur modèle déstabilisé par la paupérisation et le déclin et qui ont été frappés à la porte de l'État il y a 5-6 ans pour essayer d'avoir une reconnaissance du problème. Bien sûr, le mouvement des Gilets jaunes. Alors, je voudrais terminer mon intervention par quelques considérations sur les réponses politiques qui ont été amenées, puisque c'est l'enjeu de cette conférence, les réponses politiques qui ont été amenées à ce problème très récent du déclin. Alors, il y en a plusieurs. Il y a d'abord la stratégie de réindustrialisation dont on parle énormément, surtout depuis 3-4 ans. Alors ça, c'est mené à toutes les échelles, depuis l'Union européenne jusqu'à souvent aux communes concernées. Et alors c'est une stratégie qui porte peu de fruits, mais aussi parce qu'il faut bien voir que la puissance publique est bien plus amoindrie qu'à l'époque des années 50-60, où là, comme je vous le disais, il y avait vraiment des possibilités d'action, une capacité d'action de la part de l'État. Autre stratégie, ça a été la création de l'ANCT, donc une agence publique de revitalisation, en 2018, à peu près au moment des Gilets jaunes, et qui a proposé des programmes de revitalisation des villes moyennes et des petites villes. Donc ces programmes, vous les connaissez peut-être, c'est Action Cœur de Ville, pour revitaliser les villes moyennes et petites villes de demain. Donc avec à peu près 200 villes qui ont reçu 5 milliards d'euros pour régénérer leur centre-ville, faciliter l'accessibilité, etc., etc. Alors des critiques sur ces projets, ces programmes peuvent être vus comme une manière de diffuser ces logiques de compétitivité territoriale, qui sont des logiques au départ métropolitaines, dans l'arrière-pays, c'est-à-dire vers les villes moyennes et les petites villes, voire désormais vers les villages. Donc l'idée, c'est d'avoir des petites villes compétitives qui soient attractives pour les cadres, les catégories aisées de la population, etc., etc. Donc l'idée, c'est de diffuser cette logique de projet dans les petites villes. Autre problème, à mon avis, c'est la problématisation mal faite, en fait, catastrophique, du problème des inégalités territoriales. Donc Anaïs en a déjà parlé. Effectivement, il y a cette grille de la France périphérique qui est très ennuyeuse et dont on a peine à se déprendre tant elle est rentrée dans le crâne des journalistes et de pas mal d'élus locaux, malheureusement. Mais le gouvernement actuel a proposé, par exemple, la catégorie de ville moyenne. La ville moyenne, donc les villes moyennes, ce serait le nœud du problème. Mais si on prend les villes moyennes, par exemple des villes de 50 000 habitants, Montluçon est une ville moyenne. Montluçon, c'est une ville qui est en déclin depuis 1968, donc ça fait 50 ans, plus que la ville, à chaque recensement, perd des habitants. Et si on continue la courbe, dans 50 ans, il n'y aura plus de Montluçon, la ville sera à 0 habitants. On peut prolonger assez facilement la courbe, parce que si vous regardez maintenant la pyramide des âges de Montluçon, vous êtes dans une ville très vieillissante, et dans la catégorie cruciale des 15-30 ans, vous n'avez plus que 3 jeunes femmes pour 4 jeunes hommes. Parce que dans ces villes en déclin, la fuite des jeunes, elle se fait dans le cadre de la réalisation d'études supérieures, et on sait très bien que les jeunes femmes réussissent mieux, elles ont un taux de réussite de 10 points supérieur au bac, et donc elles vont avoir tendance à quitter la ville et à jamais revenir. Donc si jamais vous avez par exemple une jeune femme qui a quitté Montluçon à 20 ans pour aller à Lyon faire ses études, et qui ne viendra jamais, Montluçon ça fait -1, Lyon ça fait +1. Et donc c'est ça ces dynamiques de périphérisation, c'est-à-dire que la métropolisation et le déclin, c'est les deux faces d'une même pièce. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, si jamais si on projette ces courbes démographiques, dans 50 ans, il n'y aura pas de Montluçon, sauf s'il y a une politique migratoire. Mais vu la montée de l'extrême droite, ça va être compliqué. C'est compliqué. Alors, autre chose, ou les ruralités également, c'est une manière de considérer... voilà. Donc là, je disais Montluçon, c'est une ville moyenne, mais Saint-Malo, c'est une ville qui fait à peu près la même taille, et vous imaginez bien que les problématiques ne sont pas les mêmes à Saint-Malo, c'est plutôt l'inverse, une surgentrification. Alors, à partir du moment où on problématise mal le problème, on y répond mal. Je pense que la logique actuelle en France, c'est une logique de saupoudrage. Si on prend les 230 villes qui sont incluses dans cette première phase d'action Cœur de Ville, 230 villes, elles ont reçu 5 milliards à 230. Si vous comparez ça
par exemple, aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, c'était 10 milliards de budget. Donc c'était 2 fois plus juste pour les Jeux Olympiques seulement à Paris que pour ces 230 villes en déclin, supposément en France. Si je prends le Grand Paris Express, donc le deuxième grand projet métropolitain en France, c'est 40 milliards. C'est-à-dire, si vous additionnez les Jeux Olympiques et le Grand Paris Express, c'est 10 fois plus juste pour Paris que pour les 230 villes moyennes en déclin. Donc on est toujours dans une logique de métropolisation. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, on a une logique symbolique, à mon avis purement symbolique actuellement, de faire semblant de s'attaquer au problème, mais on ne s'y attaque pas vraiment. Peut-être qu'une des raisons pour ça, c'est également que le gouvernement actuel n'a pas vraiment de relais local, il n'y a pas vraiment d'élus locaux du parti de Macron, c'est certain, donc il ne peut pas s'appuyer sur ces forces vives des territoires. Donc en conclusion, juste en une minute, je pense qu'on peut interpréter cette polarisation, donc cette montée des inégalités des territoires dont j'ai essayé de vous convaincre depuis 2008. Il n'y a pas qu'en France, encore une fois, ça concerne quasiment tous les pays des Nord et ça concerne de plus en plus les pays des Sud également. Mais en France, en Angleterre, en Allemagne, on voit émerger une géographie du mécontentement depuis 5-6 années avec des régions qui vont voter, qui vont soit s'abstenir, où l'abstention va être massive, soit qui vont voter pour notamment la droite populiste. Et on peut interpréter cette géographie du mécontentement comme l'une des manifestations de l'entrée en crise du néolibéralisme, qui était un régime hégémonique pendant une trentaine d'années. D'où ces mouvements sociaux qui se multiplient dans les espaces délaissés en France et ailleurs. Et donc ma conclusion générale, elle ne va pas être si pessimiste que mon intervention l'a laissé entendre. Je pense que ces espaces délaissés, ils sont à un carrefour en fait. Donc d'un côté, on a des espaces délaissés, donc des villes en déclin, qui sont de plus en plus tournées vers des logiques très agressives de marketing urbain, d'entrepreneurialisme, des logiques du désespoir pour essayer d'attirer des nouvelles populations et d'éviter la mort, et qui sont complètement aux prises avec ce paradigme de la croissance dont les élus locaux n'arrivent pas à se déprendre, ni l'État. Mais on voit également émerger, un peu partout en France, comme ailleurs à l'étranger, tout un tas de politiques alternatives, des stratégies intéressantes. Je parlais tout à l'heure avec Laurent à Decazeville d'une stratégie de filière bois, pour le bois de Rebounier, une filière courte. Donc ça n'a pas vraiment marché à Decazeville, mais on trouve des initiatives un peu comme ça partout en France. Et ça, à mon avis, c'est ce type de stratégie qu'il faudrait analyser et appuyer. Mais pour ce faire, il faut d'abord se déprendre de ces catégories spatiales fausses telles que la France périphérique, l'exode urbain, dont on nous rabâche. Il n'y a pas d'exode urbain en France, c'est n'importe quoi, mais la presse en a fait ses choux gras, notamment la presse de droite et d'extrême droite depuis 3-4 ans. Et donc il faut avoir une vision nuancée de ces inégalités territoriales, qu'ils soient métropolitains, urbains, périurbains ou ruraux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Max. Je vais passer la parole à Laurent Alexandre. Merci. Bonjour. Alors, je vais essayer d'apporter ma petite contribution à cette discussion, mais soyons clairs, n'attendez pas de moi un exposé scientifique ou universitaire. Je vais plutôt vous proposer quelques pistes de réflexion sur le sujet. D'abord, exprimer l'idée que même s'ils sont souvent présentés en opposition, les quartiers populaires et les territoires ruraux, ainsi que leurs habitants, ont des besoins et partagent très souvent des problématiques similaires. Il y a malgré tout des différences importantes entre ces espaces et je vais en présenter quelques-unes. Je veux ensuite évoquer la progression de l'extrême droite dans nos campagnes qu'on a tous constatées et vous proposer des éléments d'analyse sur le sujet qui peuvent tout à fait être débattus. Je vais enfin vous soumettre quelques propositions pour lutter ensemble contre l'extrême droite et alimenter la réflexion collective sur le sujet qui doit être la nôtre. Ma contribution repose donc sur deux regards. Celui d'un député d'une circonscription très rurale qui compte 96 communes dans l'Aveyron. J'ai été également maire d'une petite commune de 3800 habitants, Aubin. J'habite depuis toujours sur ce territoire et professionnellement, je suis ouvrier qualifié donc dans l'aéronautique et j'étais également syndicaliste avant de devenir député LFI-NUPES en 2022, puis LFI Nouveau Front Populaire en 2024. Mon second regard sera justement sur ce que j'ai vécu à l'Assemblée nationale depuis ces 2 ans. Et j'ai porté un certain nombre de propositions de loi avec mes collègues et les positionnements des uns et des autres concernant les grandes problématiques qui se posent aux habitants des territoires ruraux. Je dis d'emblée que bien souvent ces problématiques ne sont pas opposées à celles des habitants des quartiers populaires, bien au contraire. Je vais prendre un exemple pour illustrer, celui des déserts médicaux, la santé. La santé est un pilier de l'égalité des droits qui est censé fonder notre République et notre sécurité sociale. Pourtant, dans mon département, donc l'Aveyron, un habitant sur 3 n'a pas de médecin traitant.
Sans parler de l'accès aux spécialistes pour lesquels les citoyens doivent souvent se rendre à la grande ville, Toulouse, à plus de 2 heures de route, avec des délais des fois très longs pour avoir quelqu'un, souvent plus d'un an. Une étude de l'Association des maires ruraux de France sur l'espérance de vie en milieu rural est d'ailleurs très marquante. Elle indique que l'espérance de vie en milieu rural est de 2 ans inférieure par rapport au milieu urbain. Il y a cette problématique en milieu rural qui est très mise en avant et qui est vraie, mais beaucoup de quartiers populaires sont également des déserts médicaux oubliés. Par exemple, en Île-de-France et les départements de la Grande Couronne, mais aussi Tassirco, Anaïs, sont également des déserts médicaux, avec certes des médecins et des infrastructures, mais beaucoup plus d'habitants à soigner et pas assez de médecins pour répondre aux besoins de tous. À l'Assemblée, j'ai donc défendu avec les députés de gauche, mais également certains députés de droite, une proposition de loi visant à réguler l'installation des médecins libéraux pour agir contre les déserts médicaux qui concernent grandement les habitants des territoires ruraux, mais aussi des quartiers populaires urbains. Il s'agissait de limiter l'installation des médecins dans les zones géographiques largement pourvues, selon un modèle déjà à l'œuvre pour les pharmaciens, par exemple, et les notaires. Résultat, les macronistes et les élus du RN s'y sont opposés. La réalité, c'est que bien souvent, quand nous avons eu la possibilité de faire voter des mesures qui répondaient aux besoins des gens et des classes populaires, qu'ils habitent dans les territoires ruraux ou en quartiers populaires, les macronistes et les élus de l'extrême droite s'y sont tout le temps opposés. C'est la même chose pour les moyens pour nos services publics, même chose pour nos écoles. C'est également la même chose pour nos petits artisans et commerçants qui sont pourtant indispensables à la vie de nos territoires. Dans Massirco, de nombreuses TPE-PME ont été étranglées. Certaines ont même mis la clé sous la porte à cause de l'explosion des prix de l'énergie. Mais quand nous avons proposé de bloquer les prix de l'énergie pour les TPE et PME, mais également pour les collectivités territoriales, qui est-ce qui s'y opposait? Tout le temps les mêmes, les députés macronistes et les députés du RN. Donc, l'idée que les macronistes ou le RN seraient les défenseurs des territoires ruraux alors que les Insoumis ou le Nouveau Front populaire ne les défendraient pas, est une véritable escroquerie. C'est totalement l'inverse. Pour que la vie change donc dans les territoires ruraux, pour redresser nos services publics, pour assurer un revenu digne à nos agriculteurs, relocaliser des productions pour trouver du travail dans nos campagnes, il faut faire confiance au programme du Nouveau Front populaire donc, et à sa première ministre, Lucie Castet. Je veux d'ailleurs avoir une pensée en ces temps-là pour mes collègues députés insoumis qui étaient élus sur des circos ruraux et qui ont été battus aux législatives alors qu'ils bataillaient sans relâche pour leurs circos et leurs habitants. Je pense par exemple à Léo Walter, Michel Sala, Sébastien Rome ou Catherine Couturier. Je veux aussi avoir une pensée pour Michel Larive qui s'est fortement investi sur ces questions et c'est très injuste, mais je sais qu'ils continueront le combat à nos côtés. Avant d'aller plus loin, je veux revenir sur l'intitulé de notre table ronde, les quartiers populaires à la ruralité. Alors je pense que c'est une erreur de parler de quartiers populaires au pluriel et de ruralité au singulier. Il existe des ruralités qui n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques sociales, démographiques ou économiques, comme l'a développé Max Rousseau tout à l'heure. Et à l'échelle de ma circonscription, les réalités sont bien diverses. Il y a des villes comme Villefranche-de-Rouergue, une des sous-préfectures de l'Aveyron, qui a une grande influence sur les communes rurales à proximité. Elle compte plusieurs quartiers populaires, comme le Tricot par exemple. Et il y a également un secteur très industriel, le bassin de Decazeville, avec là aussi des lotissements HLM, des quartiers ouvriers et populaires. Et à l'est de Massirco, il y a également le Ségala, qui est très, très agricole, et d'autres secteurs comme Conques ou Belcastel, qui sont plutôt orientés vers le tourisme. Comme vous le voyez, donc, il y a beaucoup de secteurs et dynamiques différentes d'un endroit à un autre dans la ruralité. Que ce soit donc dans les quartiers populaires ou les réalités sont diverses, même s'il existe bien souvent des similitudes. Ce qui est certain, c'est que, quel que soit le territoire, les besoins humains sont semblables. Les gens ont besoin de vivre dignement de leur travail ou de leur pension. Les gens ont besoin de pouvoir être soignés près de chez eux quand ils sont malades. Les gens ont besoin de voir leurs enfants être correctement éduqués dans des écoles proches de chez eux avec suffisamment de professeurs.
Les gens ont également besoin de voir leurs aînés être bien accompagnés dans leurs vieux jours par des professionnels et des structures bien entendu adaptées. Et les gens ont besoin d'accéder à la mobilité, à la culture, aux loisirs. Je ne vais pas vous l'apprendre, les inégalités sociales gangrènent notre société. Avec ces inégalités sociales se cumulent d'autres inégalités qui dépendent du lieu de résidence. Elles entraînent des difficultés à accéder au réseau. Ce sont ces difficultés qui se cumulent et parfois similaires qui rapprochent les quartiers populaires et les ruralités. Quand on habite dans certains quartiers populaires ou à la campagne, on subit des discriminations alors que l'idée même de la République repose sur l'égalité des droits. Dans ma circo rurale, les habitants subissent des discriminations dans l'accès à certains réseaux et à certains droits. Les difficultés se cumulent, difficultés géographiques, sociales, et deviennent bien souvent discriminatoires. Par exemple, en matière de santé, de mobilité, d'emploi, d'éducation, quand on vit dans ma circo, c'est beaucoup plus compliqué de voir ses enfants faire les études supérieures de son choix, sans même parler de Parcoursup qui complexifie largement les choses. Parce que l'offre d'études supérieures en Aveyron est ultra limitée. Il faut aller à Toulouse, Montpellier, Clermont-Ferrand, et encore si on peut payer un loyer là-bas. Il y a donc une similitude entre quartier populaire et ruralité. C'est le cumul des difficultés rencontrées par leurs habitants et les inégalités d'accès aux droits. Les similitudes ne doivent pas faire taire les différences entre les quartiers populaires et les ruralités. À la campagne, la très faible densité de population entraîne notamment un habitat plus ancien et plus éclaté. Des problématiques liées aux déplacements différents. Souvent, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser la voiture individuelle pour aller acheter les produits de première nécessité. Par exemple, le pain, souvent il faut faire 5 à 10 km pour aller à la boulangerie. À la campagne, la démographie est radicalement différente que dans les quartiers populaires. La population est bien plus âgée et bien plus vieillissante. Beaucoup de jeunes s'en vont, principalement pour trouver du travail. Donc, beaucoup de territoires ruraux se dépeuplent et c'est une problématique majeure pour de nombreuses communes rurales. Aussi, ce sont principalement les gens qui font de longues études qui sont contraints de quitter la campagne pour des centres urbains, faute de suffisamment de débouchés. Alors, ces caractéristiques sociologiques et démographiques des ruralités ont des conséquences politiques et sociales. La première, c'est la paupérisation d'une grande partie de la population de nos campagnes. C'est évidemment le cas dans les quartiers populaires, mais elle ne se traduit pas de la même manière. L'inflation et l'explosion des prix de l'énergie ont des conséquences très dures dans un territoire rural comme le mien, avec des dépenses plus importantes pour la mobilité, le logement ancien et vieux, avec des modes de chauffage qui datent d'une autre époque, quoi. Comme nous avons une population plus vieillissante, il est plus compliqué pour des gens âgés avec des petites retraites d'investir pour changer la chaudière ou changer le mode d'isolation de la maison. Alors, dans certains territoires ruraux, il y a d'autres phénomènes marquants qui expliquent en partie l'évolution électorale vers l'extrême droite. Sur ce sujet, nous devons évidemment nous interroger sur notre propre responsabilité politique. Mais nous devons d'abord regarder de quoi il s'agit. Tout d'abord, il y a dans certains territoires particuliers une attractivité liée à leur situation géographique avec une modification progressive de la population. Certains pourraient parler d'un remplacement de population, y compris dans des communes dites rurales. C'est notamment le cas des territoires proches du littoral méditerranéen, avec une importante population de néo-habitants assez aisés et âgés. Leur installation et leur haut niveau de vie a entraîné un renchérissement de l'immobilier et donc l'exclusion d'une population plus populaire qui a été contrainte de quitter ces territoires. Et je passe sur ce sujet que certains connaissent bien mieux que moi. Ensuite, je crois important de rappeler qu'il a toujours existé dans les campagnes une part non négligeable de l'électorat qui se revendique de droite, assez conservateur. Ce n'est pas une nouveauté. Je pense qu'une grande partie de ces gens qui se sentent de droite et orphelins d'une droite traditionnelle dans ces territoires passent à l'extrême droite avec de moins en moins de difficultés. C'est une des explications de la progression de l'extrême droite dans les territoires ruraux. Mais il y a d'autres facteurs. Certains sont liés aux traditions politiques agricoles, à un certain rapport à la terre. Il y a eu aussi dans des territoires ruraux des batailles historiques et des réticences très marquées à des lois républicaines et laïques concernant l'éducation notamment.
Une église catholique aussi très conservatrice se trouvait à la pointe de ces combats dans certains territoires, ce qui a forcément engendré des constructions mémorielles qui se perpétuent aujourd'hui et alimentent une certaine défiance des gens qui se revendiquent de cette histoire en opposition à la gauche républicaine que nous incarnons. Alors l'extrême droite a clairement marqué des points ces dernières années dans la bataille culturelle dans les zones rurales, et c'est une véritable difficulté pour nous tous. Nous le constatons tous les jours, les idées de l'extrême droite se sont répandues et sont de plus en plus décomplexées et de plus en plus exprimées. Il faut déjà poser le sujet de l'influence des médias dominants et de certaines chaînes de télé qui diffusent en continu des idées racistes et réactionnaires. Pour certaines personnes dans les bourgs et des lieux dits isolés, la télé, c'est le principal moyen de divertissement, de lien social et d'information de la journée. Quand vous voyez toute la journée des images, d'émeutes dans les banlieues, de l'affolement sur l'insécurité et toutes sortes d'affirmations mensongères sur l'immigration, forcément, au bout d'un moment, ça commence à peser, ça commence à rentrer. Sur la même chaîne, ou sur une chaîne concurrente, après des faits divers montrés en boucle et la description de notre mouvement comme le principal danger à la République, vous avez l'éditorialiste économique qui vient expliquer que le programme du nouveau Front populaire, il n'est pas raisonnable, que nous allons ruiner la France. Et ce discours, nous l'avons entendu partout et à maintes reprises. Mais ce discours, qui incite à renoncer à changer radicalement de modèle de société, couplé aux paniques réactionnaires du moment, produit fatalement des effets. À force de répéter que le SMIC à 1 600 € va ruiner la France et plier toutes les petites entreprises, que la retraite à 60 ans, c'est impossible, qu'il y a des inégalités indépassables, que nous vivrons moins bien que nos parents et que nos enfants vivront encore moins bien, ça installe l'idée que les choses sont figées et que le gâteau à se partager sera toujours plus petit. Si nous avons moins de richesses à partager, il faut alors revoir la répartition de ces richesses et prioriser les gens à qui les donner. Mais cette nécessité de prioriser à qui on doit partager vient légitimer le discours du RN, son infâme préférence nationale et l'exclusion de certains de nos compatriotes sur les critères racistes. Mais il faut aussi partager notre gâteau, limité aux gens qui méritent, à ceux qui en veulent, à ceux qui bossent. C'est là qu'intervient un discours que malheureusement j'entends beaucoup trop, et de plus en plus, c'est celui, entre autres, vous savez, les fameux cassos. Alors, vous les connaissez, ces fameux cassos, ces assistés qui sont dénoncés comme les pires profiteurs de notre système et seraient arrosés d'aides en tout genre. Nous pouvons tous nous mettre d'accord ici pour dire que les choses ne sont pas si simples et que de nombreuses personnes, trop nombreuses personnes, n'ont même pas accès à des droits les plus élémentaires. Moi-même, j'ai souvent l'habitude de répondre que nous sommes tous le cassos de quelqu'un. Mais ce discours de rejet a un ressort très puissant, car en général, personne ne veut être un cassos. Alors, c'est encore plus significatif à la campagne, notamment en raison de l'importance de la notion de réputation. Des intellectuels comme Benoît Concar le montrent très bien. Mais entendons-nous bien, ce que je décris là, les discours sur l'impossibilité de changer les choses, sur une pénurie de ressources et de richesses, sur la chasse aux cassos et profiteurs en tout genre, mais seulement ceux d'en bas, ce sont aussi les discours légitimés, partagés, voire revendiqués par la droite traditionnelle et la Macronie. Voilà comment on se fait le marchepied de l'extrême droite et complice de l'ascension du RN, en lui donnant systématiquement raison et en légitimant la vision du monde qu'il répand. Et cela peut même l'excuser aux yeux de ses électeurs et de ses multiples trahisons à l'Assemblée nationale sur la hausse des salaires, blocage des prix, la retraite. Après tout, même si le RN ne veut pas de vraies politiques sociales au service des gens, il continue d'alimenter l'illusion que les choses iront mieux pour les plus modestes et laborieux qui votent pour eux, car ils seront tout de même récompensés de leurs efforts en sacrifiant les plus marginalisés de notre société. À l'évidence, une part de l'explication de la progression de l'extrême droite donc, se situe aussi dans le sentiment d'abandon de ses habitants par les politiques. Et ce n'est pas juste un sentiment. Car effectivement, nous avons subi très violemment les conséquences sociales des politiques néolibérales, de l'austérité, de l'inflation, le déménagement des industries, mais également des services publics. L'abandon des rêves d'une vie meilleure, ce n'est pas qu'un discours,
et une injonction des éditorialistes de la télé, c'est aussi la conséquence de la brutalité des attaques d'un libéralisme débridé sur nos vies et sur nos territoires. Dans ces mêmes lieux d'habitation isolés, dans un passé encore récent, le facteur passait par exemple chaque jour. Il y avait des écoles qui ont fermé, des bistrots qui ont fermé, le restaurant aussi a fermé. L'usine qui employait les parents a été délocalisée, la boulangerie a fermé, un cinéma a fermé. Et du coup, les assos, par exemple, le club de foot du village a fermé. Les habitants restent, mais de nombreux vecteurs de liens sociaux culturels n'existent plus. Ils ont disparu. Ne reste parfois que la télé et le voisin. Ce fameux voisin a une figure respectable et respectée, mais qui vote pour l'extrême droite, très souvent. On ne peut donc pas se contenter de dire qu'il faut déconstruire ces idéologies et faire des leçons de morale. Il faut en comprendre les raisons sans tomber dans un jugement moral en stigmatisant qui n'aide pas à l'action politique. Oui, mais il faut aussi avoir un discours offensif sur les ruralités. La clé est de parvenir à faire de la politique dans les ruralités avec des gens qui y habitent et de tenir un discours politique fort pour des campagnes vivantes. Nous avons d'ailleurs une responsabilité particulière à ce niveau, car souvent les seuls militants politiques de gauche qui y vivent sont beaucoup des militants insoumis et des sympathisants de notre mouvement. Dans le mouvement social, on a l'habitude de dire que c'est dans l'action collective que les consciences évoluent. C'est la même chose pour la bataille politique et culturelle en ruralité. Porter la bonne parole ne suffira pas. Il faut mener des combats concrets aux côtés des citoyens qui y vivent. C'est comme ça que les consciences évoluent. Et la bataille est rude pour la défense des services publics. Par exemple, à chaque rentrée scolaire qui apporte son lot de classes qui ferment, les parents d'élèves et professeurs se mobilisent, peuvent obtenir des avancées. Ils portent aussi un discours clair et exigent sur une école publique égale pour tous, partout. J'en ai quelques exemples de mobilisation de ce type qui ont abouti sur Massirco. Des combats collectifs également peuvent permettre de déconstruire certaines idées reçues, par exemple sur l'immigration. Je pense là encore à une mobilisation très concrète sur ma commune. Il y a 2 ans, une OQTF a été émise contre des parents d'une famille libanaise vivant donc à Aubin. Et les 2 parents travaillent. Ils s'investissent dans la vie de la commune. Leurs 2 petites filles vont à l'école et sont d'excellentes élèves. Et elles sont aussi impliquées dans la vie de la collectivité puisqu'elles sont élues au conseil municipal des jeunes. Eh bien, cette famille a reçu un soutien franc et massif des gens d'Aubin, avec une manifestation devant l'école qui a rassemblé des centaines de personnes. Les parents ont vu le tribunal administratif leur donner raison et casser l'OQTF. Bon, malheureusement, la préfecture de l'Aveyron a fait appel et la justice va devoir se reprononcer à nouveau. Mais cette mobilisation massive est spontanée, parce qu'elle a été vraiment très spontanée. Cet élan de solidarité montre qu'il est possible de faire avancer les consciences dans les luttes. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu, Anaïs, parce que tu vas te fâcher, je vais dépasser. Nous devons donc mener des campagnes sur des mesures d'intérêt populaire qui répondent à la fois aux besoins aux classes populaires, qu'elles soient rurales ou des quartiers populaires. Sur la question sociale d'abord, c'est celle qui fait le lien entre les besoins des classes populaires, qu'elles soient rurales ou issues des quartiers populaires urbains. Sur la santé, j'ai longtemps insisté sur les ressemblances entre les problématiques rencontrées sur les territoires ruraux et urbains et aussi sur l'importance de cette question qui concerne tout le monde. Sur la réouverture d'accueil physique dans les services publics, c'est une victoire que nous avons obtenue, par exemple, à l'Assemblée nationale, avec mes collègues insoumis, pendant notre niche parlementaire l'an dernier. Il faut poursuivre le travail parlementaire pour obtenir la possibilité pour tous les citoyens d'effectuer leur démarche aussi en passant par un guichet physique, ce qui est un besoin crucial pour les habitants des zones rurales comme urbaines, parce qu'on a tous besoin de rencontrer quelqu'un et d'échanger sur le pourquoi du comment ça ne marche pas le formulaire. Également sur la gratuité des cantines pour permettre aux enfants d'avoir un repas équilibré, de qualité et accessible pour les parents. Sur le retour des emplois par la relocalisation de notre production. Pour conclure, sur le discours offensif à mener sur les ruralités, je pense qu'il faut éviter l'écueil de ne parler des territoires ruraux, et notamment de l'agriculture, que sous le seul angle de leur contribution à la planification écologique que nous proposons pour le pays. C'est évidemment une dimension importante pour notre programme, mais nous devons pas forcément nous reposer que sur cette promesse et ne proposer que cet horizon. Nous devons parler aux habitants des campagnes et des zones rurales en prenant à bras le corps leurs problématiques quotidiennes, comme nous le faisons avec les habitants des quartiers populaires.
Dans ma campagne électorale, j'ai utilisé un slogan assez simple qui était pouvoir naître, étudier, travailler et bien vivre au pays. C'est l'idée de bénéficier de droits et d'une égale dignité partout, que l'on soit habitant de territoires ruraux et souhaitant y vivre ou habitant d'un quartier populaire. Pour être crédible et porter ce discours, je crois qu'il est nécessaire de porter un discours fort sur l'agriculture et les revenus paysans. Avec un gouvernement du nouveau Front populaire, nous mettrons par exemple en place des prix planchers rémunérateurs, l'augmentation également des petites pensions de retraite. Avec un gouvernement du Front populaire, nous porterons un niveau de SMIC, la pension minimale pour une carrière complète. La mise en place pour la place de la commune dans la République et le rétablissement de moyens sur les collectivités territoriales par la remise en place de critères de dotation globale de fonctionnement qui défavorisent aujourd'hui les communes rurales avec des écarts pouvant aller jusqu'à 2 du montant par habitant par rapport aux communes dites urbaines. L'absolue nécessité de rouvrir des services d'urgence, de maternité et des EHPAD publics assurant un service de santé publique de proximité à moins de 30 minutes pour chaque Français. Je veux conclure cette intervention en vous montrant ce portrait des ruralités. Excusez-moi Anaïs. Tac, 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 tac. Voilà, qui est là. Ce plan que notre groupe parlementaire a élaboré, auquel nous avons contribué chacun à notre niveau. Il pose les bases intéressantes pour le travail que nous devons continuer à mener collectivement. Alors voilà, je n'ai peut-être pas amené toutes les réponses, mais c'était un regard d'élu d'une circo très rurale. Merci. Merci Alexandre. Moi, je vais du coup procéder à la conclusion, mais je vais faire très bref parce qu'on veut vraiment laisser un temps de questions-réponses avec la salle. Vous n'êtes pas là que pour nous écouter, on n'a pas la bonne parole. Donc, on va faire un temps bien de 30 minutes de conclusion, de questions-réponses, et je vais procéder à la conclusion. Voilà, c'est mieux dans ce sens. Donc vous l'avez vu avec l'intervention de Max et de Laurent, il y a des similitudes entre les quartiers populaires et la ruralité, mais il y a au sein des quartiers populaires et au sein de la ruralité différentes manières de voir ces espaces. Voilà. Sur les similitudes, vous l'avez compris, donc moi je suis élue de Lyon. Donc dans Lyon, sur plusieurs arrondissements, c'est une circonscription qui est très bigarrée, d'un côté très bourgeois et d'un autre très précaire. Et on constate que sur ces quartiers de politique de la ville, il y a les mêmes problématiques que dans la ruralité. L'accès aux droits sociaux, l'accès à l'emploi, les mobilités, les services publics. Et par exemple, je vais vous donner tu parlais de l'école tout à l'heure et je trouvais ça très intéressant. Par exemple, à Lyon, sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise, on a un solde négatif d'ouverture de classe. Ça veut dire que tous les ans, on a des classes qui ferment sur l'ensemble du territoire. Pourquoi ? Pas parce que... alors, leur argument, c'est de dire qu'il y a une baisse démographique. En réalité, c'est un argument qui est fallacieux puisque c'est une volonté budgétaire. Nous, ce qu'on dit, par exemple, sur l'école, c'est une école avec des classes à 19. Et là, aujourd'hui, en fait, ils ferment les classes pour des raisons budgétaires en disant que c'est lié à la démographie. Mais en réalité, les classes, elles sont bondées, elles ont plus de 26-27 élèves. Voilà, ça aussi, c'est les logiques du libéralisme qui sont à la fois dans la ruralité, mais qui touchent aussi les villes de manière générale. On a aussi la fermeture des services publics qui sont en réalité les lieux pour faire du lien social. Et on a une mutation ces dernières années avec notamment l'évolution de l'individualisme dans les rapports sociaux. On a des liens de sociabilisation qui se font moins, puisque par exemple dans la ruralité, vous avez, tu l'as dit, le café du coin qui a fermé, la boulangerie, on s'arrête boire un café ou discuter avec les voisins. Et en fait, on se rend compte que les liens de sociabilisation, ils sont plus présents. Et donc, ça finit à... simplement la télé, CNews, comme moyen d'information et plus de discussion. Et au-delà de tout ça, il y a aussi le lien, ce que je vous ai expliqué, d'interdépendance entre les gens, ce qui crée du lien social. Et ce qui fait qu'il n'y a plus la politique de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire tout pour moi. Et
c'est ce que, on va dire, le Rassemblement national utilise. C'est-à-dire que l'autre me prend, mais moi, je veux tout pour moi. Donc, c'est une logique individuelle. Donc, vous voyez comment la mutation des liens sociaux et de l'interdépendance entre les gens et du lien entre les gens ont une conséquence sur les moyens de vivre et donc ont une conséquence sur l'organisation des espaces et les interactions entre les individus. Donc, il y avait aussi la question de la fuite des jeunes. Alors, j'en suis l'exemple, puisque moi, j'ai fait mon lycée à Verdun, donc dans la Meuse. Et en réalité, l'offre universitaire en Lorraine ne convenait pas à ce que je souhaitais faire, au-delà du fait qu'on voulait me mettre en BTS parce que je suis issue de l'immigration et qu'on ne pensait pas que je pouvais faire Sciences Po. Mais, bon, j'y suis arrivée à Lyon. Mais vous voyez que c'est aussi... En fait, la raison pour laquelle je ne suis pas restée en Lorraine et en Meuse, c'est parce que je suis partie faire mes études, parce que l'offre politique n'était pas satisfaisante. Et pourquoi l'offre politique n'est pas satisfaisante ? Parce qu'on a décidé de mettre en concurrence les universités. Et encore une fois, ici, c'est une logique libérale de mise en concurrence de tout dans la vie et qui, en fait que des jeunes femmes comme moi restent pas. Et en fait, toute une génération ne reste pas. Et donc, il reste les personnes qui sont moins diplômées ou qui travaillent, parce qu'en Meuse, c'est quand même largement l'agriculture qui fait vivre le département, ou qui sont eux-mêmes des fils d'agriculteurs. Et donc, vous avez aussi une reproduction sociale qui se fait, et qui est la même, par exemple, dans les quartiers populaires. Une reproduction sociale. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a aussi les choix budgétaires, tu l'as évoqué, Max, sur les priorités politiques budgétaires qui sont menées par l'État. Effectivement, avant, on avait un État qui était plus interventionniste et qui avait les capacités, enfin, en tout cas, le pouvoir public avait les capacités d'agir pour l'aménagement du territoire via des grands offices. Tu as parlé de la DATAR, mais il y a d'autres politiques d'aménagement du territoire qui sont menées. Et donc, c'est des choix budgétaires qui sont guidés encore une fois par le libéralisme, c'est-à-dire la baisse des dotations aux collectivités territoriales, ce qui veut dire que les collectivités territoriales, ils donnent moins aux clubs de foot d'Aubin. Voilà. Et c'est la même chose sur les quartiers populaires. C'est une logique qui est toujours la même et qui est en tout cas animée toujours par les mêmes choses. Et ensuite, on a parlé aussi de la paupérisation, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une pression sociale sur l'accès aux droits. Laurent parlait de tout ce qui était Cassos. En fait, aujourd'hui, il y a une pression sociale des gens qui font que, en fait, si vous allez demander tel ou tel droit, qui sont vos droits, vous êtes catégorisés. Et donc, vous ne faites plus partie de ce que je disais tout à l'heure, des groupes de sociabilisation. Vous êtes en dehors de tout ce qui peut être respectable. Donc, du coup, on préfère parler au voisin qui est facho plutôt que parler au voisin qui a besoin et qui a le droit à ses droits sociaux. Et en réalité, dans les quartiers populaires, ça se passe aussi de la même manière. Ça se passe aussi de la même manière avec une pression sociale on respecte les normes, les valeurs de la communauté qui est en place. Et en réalité, si on va demander de l'aide ou quoi que ce soit, vous êtes vite en dehors des cadres. Donc, il y a tout ça à penser. Je ne vais pas être trop longue parce qu'on va passer aux questions-réponses. Et voyez à quel point les deux espaces se répondent et les deux ont des similitudes. Et au sein de même espace, c'est-à-dire par exemple la ruralité, il y a plusieurs ruralités. Et au sein des quartiers populaires, il y a plusieurs quartiers populaires. Et je pense que, et ça me fait ma transition vers ce que fait la France Insoumise, la France Insoumise, elle fait un travail quand même, notamment grâce à l'Institut Labo ici, de haut niveau intellectuel, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de se dire on va analyser ça de manière factuelle et systémique. Non, on va essayer de faire appel à des experts, à des élus locaux, comme l'a été à Aubin, et on va essayer de comprendre les logiques d'un système, tout en comprenant que les logiques qui dominent notre système, c'est malheureusement les logiques capitalistes. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être assez prudent sur la manière dont on perçoit cette dualité métropole-ruralité. Ça m'amène à des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez besoin qu'on précise des choses ? Allez.
Il y a un autre militant. Oui, merci. On va essayer de prendre plusieurs questions à la fois, comme ça on essaye de répondre. On essaye paritaire. Oui, et on essaye de faire la parité, s'il vous plaît. Pour le moment, je vois que... Non, ça va. Bon, je vais essayer de faire court, Nicolas. Moi, je viens de Saint-Étienne, mais je vais parler de la campagne. Deux remarques. J'essaye de faire au plus court. Une première d'ordre général. La deuxième, c'est une question d'ordre général. J'ai l'impression que ce dont il y a besoin, ça m'est venu récemment en discutant avec un pote, c'est quelque chose de peut-être vachement plus de l'ordre de l'affect. Il faut peut-être qu'on fasse une déclaration d'amour aux campagnes comme on l'a fait au quartier populaire. Dire Mohamed, c'est un joli prénom, porter la lutte antiraciste et l'endosser complètement, ou en tout cas de manière quand même conséquente, ça fait partie de... Ça a parlé aux affects dans les quartiers. Ça, c'est des choses que moi, j'ai pu observer dans la campagne à Saint-Étienne. Et je pense qu'il faut faire quelque chose du même ordre au niveau des ruralités et de ce que Ouria Boutelja appelle les petits blancs, en fait. Voilà, donc ça c'est juste une suggestion. Et puis après j'ai une question, mais à tous, mais peut-être plus à Max, parce que tu en as parlé, mais je pense que ça peut vous intéresser tous les trois. Ça t'a parlé d'exode urbain. Alors il existe beaucoup dans les têtes, encore une fois dans les quartiers populaires aussi. À Saint-Étienne, moi j'ai observé dans des discussions des gens dans les quartiers disent ouais, bah, nous aussi on a envie d'aller dans les campagnes, mais bon, ils s'imaginent pas que ce soit trop possible, ils n'ont pas envie d'aller se confronter au racisme, donc ils le font pas, mais c'est aussi dans les esprits, donc il existe déjà à cet endroit-là, et c'est un argument, c'est un truc, j'ai l'impression qu'on n'articule pas très bien notre programme, c'est-à-dire qu'on parle de 1 million de paysans pour nourrir tout le monde. En réalité, la Confédération paysanne parle de 1 million de paysans. Si on veut qu'ils bossent à 35 heures comme tout le monde, c'est plutôt 2 millions. S'il y a 2 millions de paysans, il faut des transports, il faut un bureau de tabac, donc c'est peut-être 3-4 millions de personnes, il faut des coiffeurs, il faut des écoles. En fait, l'exode urbain, il existe peut-être que dans les têtes, mais nous, on le planifie. Et peut-être qu'il faut qu'on en parle et qu'on dise, nous, on planifie un exode urbain. 3-4 millions de personnes, c'est énorme, en fait. Et voilà, c'est cette remarque que je voulais faire. Merci beaucoup. Bonjour, voilà, je suis professionnelle du spectacle vivant à La Tour du Pin, donc commune de 8000 habitants en Nord-Isère, sous-préfecture de l'Isère. Et on est un collectif théâtral tout-terrain. Et depuis 20 ans, on essaye de rassembler les personnes et de faire circuler nos messages qui sont des messages de gens de théâtre professionnels, donc la plupart d'entre nous sont très gauchistes. Voilà. Et je voudrais juste exprimer ça, dire qu'il est très difficile de faire sortir les gens de chez eux. Or, dans notre histoire théâtrale publique, il y a un grand héritage du théâtre ouvrier, par exemple, qu'on dit maintenant théâtre œuvrier, avec des grands théâtres identifiés dans l'histoire française qui continuent ce qui est de l'ordre de la lutte. Ce que je voudrais dire, c'est que dans ma corporation, il y a beaucoup de professionnels qui vivent et qui se massent dans les villes, où il y a des grands besoins aussi, mais on se retrouve avec une inégale répartition des artistes professionnels. Et en ruralité, ils sont bien sûr très importants, parce que si on se repose uniquement sur les artistes amateurs qui sont adorables et très doués, parfois plus que les pros, on se retrouve par contre rarement avec la circulation d'un propos de gauche, en tout cas d'un propos de gauche. Voilà, et quand même j'alerte là-dessus, et donc c'est un appel à tous les artistes professionnels de s'installer en ruralité pour rassembler et partager le sensible dans la tendresse partagée. Merci beaucoup. Bonjour, Pascal, je suis touché par les 3 témoignages, même si je n'ai pas entendu celui d'Anaïs, mais je connais un tout petit peu. Je viens d'un milieu familial des journaliers agricoles dans le Maine-et-Loire, puis 40 ans éducateur à la protection de l'enfance à Lyon, dans la banlieue de Lyon. Et je viens de faire un travail pour ma directrice juste avant ma retraite, une recherche sur la création des métropoles, enfin, sur la boîte, comment ça fonctionne. Et comme mon patron, c'est Bruno Bernard, c'est la métropole, les métropoles, c'est quand même Michel Mercier, président du Conseil général, et Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, qui ont voulu présenter quelque chose de service à la population. C'était surtout pour faire brouiller leur nombril, devenir ministre pour Michel Mercier. Non, mais faut dire, les métropoles, l'origine, c'est pourri comme truc. Et je suis pour la culture et le théâtre vivant.
court. Là devant, derrière, et ensuite la dame derrière. Il y a une dame là. Ouais. Ok. Aux femmes d'abord, hein, j'imagine. Mais si on fait les identités et les couleurs de peau, on va pas en finir. D'abord, je voulais vous remercier, et en particulier Laurent, c'est Laurent, hein, ton prénom, de remettre la République au centre et non pas les identités, de parler des ruralités et des quartiers populaires. Et surtout, tu as parlé des services publics, tu as parlé de l'école, tu as parlé de la mobilité. Je pense qu'on l'a un peu oublié chez nous. Et je te rejoins, j'ai oublié son prénom, mais quand tu disais qu'il fallait revendre du rêve, reparler, merci pour ce que tu fais. Je pense qu'on a eu le moment politique de la Palestine, c'était très bien, je continuerai à les soutenir, je continuerai à le faire parce que c'est un combat qui me tient à cœur. Mais la ruralité, c'est quelque chose d'important, et les différentes identités des quartiers populaires, c'est tout aussi important que ça. Ruffin l'a fait à sa manière, je pense pas que ce soit la bonne, mais la manière dont tu l'as fait aujourd'hui, c'est très émouvant et je tenais à te remercier. Voilà. Et j'ai une question. Moi, je viens du Nord, j'ai grandi dans un coron, je suis un fils d'ouvrier, j'ai bénéficié de ça, des services publics de la République, de l'école pour tous. J'en suis très content, j'ai pu élever mon niveau, on va dire, même si ça fait pas de moi un capitaliste. Et j'ai une question, je travaille dans les énergies renouvelables, je suis aujourd'hui militant à Marseille de la LFI. Tu parlais de dépopulation, de dépeuplement, de migration aussi, d'immigration. Je prenais l'exemple de la ville de Limoges, Angoulême, je ne sais plus, où il y avait une perte de population, la dévitalisation des villes. Aujourd'hui, il y a énormément de milliards et de milliards d'argent qui sont investis par des fonds d'investissement dans la transition écologique. Encore une fois, c'est un sujet de politique de la ville, d'aménagement de la ville. Comment on fait pour capter cet argent? Parce qu'aujourd'hui, cet argent, il est là. La transition énergétique, elle se fait. Mais encore une fois, elle profite à une élite de notables de grandes métropoles et à des grands fonds d'investissement et à des banques. Et pas aux populations les premières qui seraient concernées par la précarité énergétique, à savoir les classes populaires des quartiers populaires ou les agriculteurs dans la ruralité. Voilà. Merci. Bonjour à tous, merci pour votre intervention. Moi, ça fait faire 30 ans que je milite dans les quartiers populaires, avec Agir pour la citoyenneté, Banlieue sans frontières. Et je me suis aperçu que dans tous les quartiers, on avait tous les mêmes problèmes. On a milité aussi dans les zones rurales, en campagne. Donc pas de transport, fermeture d'école. Donc ça va faire 20 ans qu'on voit que cette hémorragie, elle progresse chaque année. Tu l'as répété encore. Et je ne crois plus à ces politiques de la ville, parce qu'on l'a vu et puis ça continue aujourd'hui. Le seul moyen pour résister, c'est aussi notre engagement, l'engagement citoyen. Pour les fermetures d'écoles, on mobilise les parents. Pour les transports, on va voir la RATP ou les services qui gèrent les transports. Il faut aller manifester, il faut bloquer, il faut aller gueuler, parce qu'il ne faut rien attendre de ce gouvernement-là. Et ça fait 20 ans. Et je vous dis bien, 20 ans que je milite, avec les parents d'élèves, avec les jeunes de nos quartiers, avec les gens de la campagne. Parce qu'ils disent, voilà, nous si on va aller en ville, nous si on va aller au cinéma, mais on ne peut pas y aller. Il n'y a pas de bus, on ne peut pas rentrer, il n'y a pas de transport. Ça suffit. Aujourd'hui, moi je vous dis, même avec vos études, et ça, monsieur, vous l'avez dit, vous faites des études dessus. Ça fait 20 ans on meurt. On meurt dans nos quartiers et on meurt à la campagne. On n'a pas les mêmes problématiques, mais on a les mêmes vies. On nous dit, on est tous les enfants de la République, mais on n'est pas tous les enfants des riches. Et ça, on ne pourra pas le changer. Les multinationales, les milliardaires, ils ont le pouvoir, ils veulent faire. Moi, tout ce que j'attends, c'est qu'on a un gouvernement qui, avec les propositions de nos députés, qui s'engagent, qui nous font, comme tu l'as dit, mon camarade, nous faire rêver, nous donner espoir de revivre ce qu'on vivait, avec du respect, avec de l'amour, avec vivre pleinement notre France, notre République, nos quartiers, nos campagnes. Voilà, merci. Une femme, qu'est-ce qui veut prendre la parole? Ah, madame. Je commence? Allez-y. Oui, je vais reprendre ce que disait le camarade à côté, c'est que... Rachid. C'est que il ne faut plus avoir d'illusions dans un certain nombre de choses. C'est le rapport de force qui va jouer. Et moi, je suis dans une région, le Pays de Gex, qui est frontalier avec la Suisse. Et nous, on est le seul coin qui n'a pas d'hôpital. En décembre 21, on était monté devant le ministère de la Santé avec des hôpitaux qui réclamaient des services, maintien des services, maternité, etc.
Et nous, on avait fait une intervention devant le ministère pour un hôpital en Pays de Gex et Pays belgardien, parce qu'on doit passer 2 fois la frontière suisse pour aller à un hôpital, aux hôpitaux de Haute-Savoie. Et quelquefois, en plus, il y a 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'embouteillage. Et voilà, sauf les urgences vitales qui ont le droit d'aller à Genève, les autres n'ont pas le droit. Donc, c'est évident que nous, quand on voit ce qui se passe à Nantes, à Manosque, etc., les urgences de cet été, etc., nous, on vient avec notre demande d'hôpital. Alors, on se dit, ben voilà, donc il faut qu'on prenne le problème, à la fois la mobilisation, on fait du porte-à-porte, on a beaucoup recruté d'ailleurs dans nos GA sur une pétition pour un hôpital public, mais également, on compte beaucoup aussi, bien sûr, sur le programme national du nouveau Front populaire. Pour notre hôpital, c'est évident que c'est une question de rapport de force, d'autant plus qu'on n'a pas... Les élus, la plupart des élus, on a peu d'élus de notre côté, à la différence d'hôpitaux qui ferment avec des services, etc., où il y a la population et les élus en devant, etc. Donc nous, il faut qu'on prenne par les 2 bouts. Hein. Mobilisation, construction du GA, entre autres sur les services publics, il y a aussi le problème du logement, c'est cher, etc., mais aussi l'hôpital. Et puis, le niveau national, quoi. C'est les 2 béquilles, enfin, c'est les 2 côtés qu'il faut mettre en avant pour y arriver. Voilà. Merci. On va prendre les 2 dernières questions pour qu'on ait le temps de répondre. Il y avait au fond, pas que devant, hein, si tu peux aller... Oui, désolé. Et plutôt des femmes, parce que là, on a eu majoritairement des hommes. Oui, bonjour à tous. Moi, je viens du Nord et j'ai fait campagne pour ces dernières législatives, à la fois sur des circonscriptions urbaines en banlieue et des circonscriptions rurales. Et on peut noter une différence notable entre ces 2 types de territoires. Autant dans les banlieues, nous étions très bien accueillis avec des gens qui étaient ouverts à la discussion et qui nous rassuraient, oui, on va voter pour... alors, pas pour le nouveau Front populaire, ils disent, on va voter pour repartir à Mélenchon. Mais voilà, donc, et ça a été le fruit d'un travail qui a eu lieu entre les différentes élections, puisqu'on ne fait pas du porte-à-porte qu'aux élections. Donc voilà, on a eu un très très bon accueil dans ce type de territoire. Par contre, les petites communes aux alentours, ça a été très 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 compliqué parce que c'était plutôt républicain, voire ouvertement fasciste. Donc, mais ça vient aussi d'un sentiment d'abandon des communes rurales qui ont l'impression qu'on fait beaucoup pour l'immigration et qu'elles sont les oubliées en fait qu'elles sont les oubliées de la République. Et ça c'est quelque chose ça nécessite, je pense, une formation spécifique pour savoir comment s'adresser à ce type de problématique, parce qu'on a beau leur dire oui, il y a ça dans notre programme, il y a ça dans notre programme, mais ça va faire 30 ans qu'ils l'entendent, ce type de discours. Oui. Donc au bout d'un moment, ils ne peuvent plus... Ils n'y croient plus, ils baissent les bras et ils disent oui, ça au moins on n'a pas essayé. On a beau essayer de leur dire que si, on a déjà essayé, que ça n'a pas été top, mais ils ne sont pas, ils ne sont pas au taquet sur ces questions-là. Donc voilà, la question de la ruralité, c'est vraiment une question dont on doit s'emparer, surtout dans les lieux où on a les moyens militants de se répartir, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser se creuser le fossé entre 2 Frances, qui est la France ouvrière blanche et la France ouvrière issue de l'immigration, et c'est pas bien ce que je veux dire, mais je le dis quand même pas grave, contrairement au PC, qui a fait son choix dans ses multiples discours
au cours de cette dernière campagne. Merci. Merci beaucoup. On peut prendre une dernière question et peut-être une deuxième si c'est très bref, parce qu'après il nous reste que 10 minutes pour répondre. Merci pour vos interventions. Moi j'habite une petite ville, j'habite une cité HLM en politique de la ville, dans une petite ville de Tarn de 17 000 habitants. Et je voulais vous dire que la politique de la ville, c'est peut-être une politique qui se fait dans les quartiers populaires, mais qui ne se fait pas pour les habitants des quartiers populaires. À aucun moment, ils essayent d'impliquer les habitants des quartiers populaires. À aucun moment, ils s'appuient sur leurs besoins. Ils font des petites animations, notamment depuis le Covid, il y a un truc qui s'appelle Quartier d'été, où ils font des animations tout l'été. Et ils s'étonnent qu'il n'y a personne qui vient. Et donc, ils incriminent les gens des quartiers populaires qui ne viennent pas à leur petite animation, qui ne correspondent pas à leurs besoins et qui n'ont pas fait avec eux. Merci. Allez, une dernière juste derrière. Il y avait la jeune femme là. Ah non, la jeune femme là. Voilà. Alors, merci. Moi, je viens de Clermont-Ferrand, dans le département du Puy-de-Dôme, d'un père qui vit en vieux depuis 25 ans, malheureusement, et qui souvent me dit qu'avant, il votait LFI, mais que maintenant, depuis quelques élections, il va arrêter de voter, parce que la question de la ruralité, elle n'est pas assez prise en compte. Et une des questions qui me pose assez souvent, c'est mais pourquoi est-ce que la question des langues régionales, elle n'est pas abordée dans le programme de l'avenir en commun ? Et pourquoi est-ce qu'on ne se préoccupe pas de ce sujet-là ? Parce qu'avant, sur Clermont-Ferrand, on pouvait faire Auvergnat au lycée. Maintenant, il n'y a plus un seul lycée qui propose de faire Auvergnat comme option. Et juste derrière... Non, c'est bon ? Ok. Bon. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Tu veux commencer, Max ? On va balayer toutes les questions et répondre tous les trois. Ben merci Anaïs, merci à tous et à toutes pour les questions passionnantes. Alors, il reste très peu de temps et donc moi je vais juste me concentrer sur deux questions qui me paraissent particulièrement importantes. La première, c'est sur l'exode urbain, collègue stéphanois. Merci pour cette question, je connais bien ce sujet parce que par hasard je me suis retrouvé en charge justement d'une étude technique pour un ministère au moment où toute la presse faisait son battage médiatique pendant le Covid là-dessus. Et je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas d'exode urbain en France. Il y a eu des flux, mais on ne peut pas du tout parler d'exode urbain, c'est incomparable avec l'exode rural. Et donc je me suis intéressé après à la manière dont ce mot d'ordre avait été diffusé, un peu comme la France périphérique, c'est quelque chose qui gagne les esprits, qui a été martelé. Ce mot d'exode urbain, il vient de la droite radicale. Il a été maturé dès les années 2000 par les cercles proches d'Éric Zemmour. Et d'ailleurs, c'est Éric Zemmour qui est le premier à avoir utilisé ce terme dans sa campagne. Je pense que le terme d'exode urbain, c'est juste mon interprétation, il permet de réunir deux droites. La première, c'est la droite libérale. Il y a eu très peu d'installations de néo-ruraux au sens où on peut l'entendre. C'est-à-dire très peu de gens qui ont quitté la ville, mais également quitté leur emploi pour prendre un boulot d'agriculteur bio ou d'artisan, etc. Normalement, c'est ça la transition rurale. Par contre, ce qu'on a pu noter sur le terrain, c'est qu'il y a eu énormément d'investissements en provenance des métropoles vers des espaces plutôt délaissés jusqu'avant. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que maintenant, beaucoup d'investissements immobiliers se font là sur la base de la carte climatique et des gens qui auraient auparavant investi dans le sud de la France ne le font plus parce qu'ils ont peur de la désertification. La deuxième chose, c'est que quand Macron a fermé les frontières en mars 2020 du Covid, c'était par l'Est que la pandémie est arrivée en France, par Mulhouse plus précisément. Et donc, les premières morts ont plutôt concerné la moitié Est de la France, pas l'Ouest, qui a été préservée, pour des raisons évidentes, qui étaient que la pandémie arrivait encore une fois par l'Est. Mais ça a conduit pas mal de gens qui avaient beaucoup d'argent à investir au fait que l'Ouest, notamment la Bretagne, serait épargné par les pandémies. Ça explique pourquoi il y a eu ces investissements. Donc ça, c'est plutôt la droite libérale qui a porter une vision en termes d'exode urbain en mode investissez dans l'espace délaissé, ce qui a produit des logiques de gentrification, d'éviction et tout un tas de problèmes, notamment dans le Finistère Nord où les étudiants par exemple ne peuvent plus se loger parce que tout est passé en Airbnb. La deuxième chose, c'est ça également, dans l'exode urbain, il y a également un relent d'extrême droite, parce que derrière l'exode urbain, il y a aussi, encore une fois, ce dont je parlais au début, l'idée d'urbaphobie qui est structurant dans l'extrême droite, donc la hantise de la grande ville. C'est quelque chose qui est très fort notamment chez Zemmour. Et donc l'idée que la grande ville, c'est encore une fois les classes dangereuses et tout ça. Donc tout ça, je pense, a permis ce mot d'ordre d'exode urbain. La deuxième chose, c'est que je voulais pas... Ah oui, voilà, c'était toutes les questions sur la planification écologique. Je pense que c'est super important. À mon avis, pour moi, une véritable planification écologique n'a pas de sens si ce n'est pas également en même temps une planification territoriale. Je pense que ce qui peut être génial, c'est d'utiliser l'outil
effectivement de la transition pour lutter contre ces inégalités territoriales qui sont en train d'exploser et de poser tous les problèmes politiques qu'on peut voir actuellement. Une idée très simple, mon idée, si je pouvais déposer une proposition de loi, moi ce que je ferais, typiquement, ça serait prioriser les investissements dans la transition sur les espaces les plus délaissés, qu'ils soient métropolitains, périurbains, ruraux, villes en déclin. Voilà, ça c'est possible, mais pour ça il faut avoir des grilles spatiales réelles et pas la bouillie de la France périphérique. J'en parle parce que j'ai fait aussi une étude technique sur les investissements à la transition en Occitanie et je me suis rendu compte qu'ils bénéficiaient effectivement à des territoires qui n'en ont pas forcément besoin, et notamment les quartiers plutôt aisés des métropoles. Pourquoi ? Parce que c'est là que vous avez les porteurs de projets, les gens qui maîtrisent les codes et qui sont capables d'aller chercher les financements. Et ça, si vous êtes dans les petits patelins du Massif central, vous n'allez pas avoir les ressources techniques pour avoir ces projets. Donc une action publique progressiste pourrait concilier planification écologique et lutte contre les inégalités territoriales. Je pense que ça serait vraiment magnifique. Max a brillamment conclu, donc je vais céder ma place à Laurent. Non, moi je vais faire très court. Je vais répondre à la dame qui était du Nord, là, qui a fait campagne sur l'urbain et le rural, on va dire. Il y a aussi quelque chose qui a joué contre nous, entre guillemets, c'est que les médias ont fait leur chou gras de notre côté, on va dire, urbain et d'autres sujets, par exemple, pendant la campagne sur la Palestine, des choses comme ça, et ont complètement occulté de parler de la ruralité, chose que nous portons dans notre programme. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le portrait des ruralités, là, vous retrouverez plein de choses dedans. Par exemple, les ruralités, je ne sais pas si vous avez suivi, alors je ne sais pas quel jour c'est intervenu, après la dissolution, il y a Jean-Luc Mélenchon qui a été interviewé, qui a fait un débat sur France 2, je crois que c'était. Et j'avais échangé avec Jean-Luc en lui disant, puisque les médias ne nous laissent pas la place sur les ruralités, profite de la fenêtre que tu auras pour en parler. Et je ne sais pas si peut-être vous en rappelez pas, et c'est normal parce qu'on a parlé de plein de choses, mais il en a parlé, il a parlé des ruralités. Et donc c'est quelque chose, voilà, il y a aussi les médias qui jouent contre nous, et c'est à nous, effectivement, sur le terrain. Je sais que c'est pas facile, parce que moi aussi je milite sur le terrain, je sais que c'est pas facile, mais c'est un travail de fourmi qui fera que petit à petit, il faut qu'on reprenne aussi la main sur les ruralités dans nos campagnes, dans nos petits bleds, dans nos petits villages. Et il faut que les gens comprennent qu'on ne les abandonne pas, loin de là. Et que nous sommes la solution. Et que le RN, ce n'est pas la solution. Et ça, c'est un travail quotidien de minage de terrain qu'il faut accomplir. Je sais que ce n'est pas facile, mais on va y arriver. Moi, j'en suis convaincu. Parce que ces merdias, plutôt, on devrait dire, travaillent pour une certaine politique aux antipodes de la nôtre. Voilà. Merci à toutes et à tous pour ce moment d'échange et ce moment partagé. On vous dit à très vite et à bientôt.